Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième vidéo de la série qui explique ce qui fait la puissance des États. Je commencerai par l'Europe. La géographie de l'Europe est probablement la principale cause de ce qui a fait cette puissance aux époques où elle était politiquement puissante et la principale cause de sa faiblesse aux époques où elle était en décadence. L'Europe est probablement l'endroit sur la planète où c'est le plus facile de multiplier les petits profits de la vie quotidienne, ce qui fait que quand ces peuples se mettaient à travailler à l'unisson pendant des siècles, elles devenaient vite riches et puissantes. Sur la carte du monde, l'Europe apparaît comme une péninsule extrêmement découpée de l'Asie. L'Europe a une longue ligne de côte où on trouve beaucoup de péninsules, de baies, d'archipels et d'îles côtières. De ce point de vue, l'Europe est totalement différente de l'Asie qui a un aspect beaucoup plus massif. Sur la planète, il n'y a que les Caraïbes et le sud-est asiatique qui aient des côtes aussi déchiquetées. Remarquons en passant que l'Afrique du Nord aussi a une ligne de côte presque rectiligne. L'Europe est aussi entourée de déserts humains comme la Sibérie, les océans Arctique et Atlantique, la Méditerranée et la mer Noire. C'est ça qui en fait un continent. Elle compte aussi beaucoup de plaines, dont la plus importante se situe au sud de la mer Baltique et qui s'étend pratiquement de l'océan Atlantique et des Pyrénées jusqu'à l'océan Pacifique. Cette plaine est si dépourvue d'obstacles naturels importants qu'un pays comme la Pologne, par exemple, a pu être déplacé sur la carte entre 1937 et 1945. À l'est, la plaine en question est si froide et si dépourvue d'habitants que c'est l'endroit où les Russes ont pu émigrer en masse au cours des derniers siècles. Ça a formé la longue bande de peuplement russe de sens ouest-est qui est parallèle à l'équateur. L'Europe est également un continent de basse altitude où de nombreux fleuves navigables pénètrent profondément à l'intérieur des terres. À ça s'est ajouté le fait qu'au cours des siècles, les Européens ont construit des canaux artificiels partout où leurs fleuves cessaient d'être navigables. Autrement dit, il a toujours été facile de sortir ou d'entrer en Europe. Dans le passé, et ce sera pareil dans l'avenir, un envahisseur qui voulait piller l'intérieur du continent n'avait qu'à passer par les mers plates qui l'entouraient pour ensuite traverser une de ces plaines côtières en utilisant ces fleuves navigables. C'est exactement ce qu'ont fait les Vikings au cours du Moyen Âge européen. Notons ici que les fleuves européens, qui prennent leur source dans des montagnes comme les Alpes ou les Balkans, coulent vers la mer dans des directions totalement différentes des directions tellement différentes que le continent n'est clairement pas fait pour être uni. La Pologne, par exemple, n'a pas du tout le même climat, les mêmes intérêts et les mêmes préoccupations que le Portugal ou l'Italie. À ça s'ajoute le fait que partout sur la planète, les fleuves facilitent les communications dans le sens parallèle à leur rive, alors qu'ils représentent des obstacles dans le sens perpendiculaire à leur rive. Voilà pourquoi, partout sur la planète, les deux rives d'un fleuve ont fortement tendance à abriter un seul et même peuple. Une autre caractéristique importante de l'Europe, c'est que ses terres sont bien arrosées, ce qui en fait un continent d'agriculteurs sédentaires, alors que l'Afrique du Nord, par exemple, a un climat sec qui en fait un pays de nomades. Puisqu'on parle de pays secs, notons que l'Espagne est si mal arrosée par rapport au reste de l'Europe que certains historiens affirment que l'Afrique du Nord s'arrête en fait aux Pyrénées. Dans l'histoire, l'Espagne et la France se sont d'ailleurs presque toujours tourné le dos, la France regardant vers le nord et l'Espagne en direction du sud ou de l'ouest. En plus d'avoir un climat tempéré, de l'eau, des terres en quantité, un territoire plat et de basse altitude et beaucoup de fleuves navigables qui lui permettent de produire et d'échanger facilement de la richesse, l'Europe a longtemps pu bénéficier de la créativité de ses nombreux peuples. L'ouverture naturelle du continent a cependant des inconvénients majeurs, par exemple le fait que des épidémies d'origine étrangère ont toujours pu y pénétrer facilement pour y tuer une partie importante de sa population. Et ce n'est pas fini. Aux époques où l'Europe était faible politiquement ou militairement, son ouverture et sa richesse lui ont aussi valu d'être envahie à de multiples reprises par des pillards venus de tous les horizons imaginables, c'est-à-dire du nord, de l'est, du sud ou du sud-ouest.
Au début de l'histoire, nous savons par exemple que les différents groupes de langues qui sont présents sur le continent sont venus de l'Est en vagues successives. Au petit peuple basque, qu'on retrouve encore aujourd'hui sur la frontière franco-espagnole et qui est probablement le dernier survivant des langues pré-indo-européennes, sont venus s'ajouter les langues celtiques, qui occupaient autrefois toute l'Europe et même une partie de la Turquie, et dont les derniers locuteurs se retrouvent de nos jours dans les 4 réduits celtiques de l'Europe, c'est-à-dire la Bretagne, l'Irlande, l'Écosse et le Pays de Galles. Sont venus ensuite s'ajouter l'ancêtre du latin et des langues latines, puis les langues germaniques, les langues ouraliennes comme le finlandais et le hongrois, et finalement les langues slaves. C'est également par la grande plaine du nord de l'Europe que sont passés les Huns et les Germains pour attaquer l'Empire romain. Au Moyen Âge, de multiples autres invasions sont également venues de l'Est. Du côté nord, nous avons déjà parlé des invasions vikings qui ont duré plus de 250 ans. Enfin, il y a eu les continuels va-et-vient de conquérants entre l'Europe sédentaire et l'Afrique du Nord de culture nomade au cours des 3 derniers millénaires. Au premier millénaire avant le Christ, les Grecs ont colonisé la rive nord de la Méditerranée, alors que les Phéniciens ont plutôt colonisé l'Afrique du Nord et l'Espagne, où ils ont édifié un immense empire commercial. Les Européens, en fait les Grecs puis les Romains, ont fini par attaquer et détruire Carthage, dont l'empire a finalement été annexé à l'Empire romain. Du 7e au 8e siècle, les musulmans ont contre-attaqué et se sont emparés de l'Afrique du Nord et d'une partie de l'Europe. La reconquista de l'Espagne et les croisades ont été la riposte suivante de l'Europe. Puis ce fut au tour des Grecs de s'emparer du Maghreb et d'une partie importante de l'Europe de l'Est. Entre le 18e et le 20e siècle, les Européens qui ont profité à plein de leur révolution industrielle ont répliqué en s'emparant et en colonisant toute l'Afrique du Nord et en fait l'essentiel des autres continents. Enfin, il y a eu le reflux européen qui s'est produit après la Deuxième Guerre mondiale et qui se continue de nos jours avec une invasion désordonnée de l'Europe par des millions de musulmans. Beaucoup croient que ce qui oppose l'Afrique du Nord à l'Europe, et les a toujours empêchés de fusionner, c'est l'islam, alors qu'il s'agit en fait de l'opposition plusieurs fois millénaire qui existe entre les cultures sédentaires et nomades. Les deux groupes de peuples refusaient déjà de se mêler du temps de l'Empire romain, c'est-à-dire de longs siècles avant la naissance de Mahomet. D'autre part, les guerriers de Gengis Khan, qui étaient des nomades du désert sans être des musulmans, n'ont jamais accepté de devenir chinois ou européens. Les deux modes de vie étaient trop incompatibles pour que les deux groupes puissent fusionner. Notons que, quand les Européens étaient envahis, leur réflexe naturel était de verrouiller toutes les entrées d'un pays en y construisant des forteresses ou l'équivalent, puis de quitter leur ville pour se replier sur leur paroisse agricole, ce qui avait pour effet de stériliser leur culture en les empêchant de communiquer librement. Le Moyen Âge est l'exemple typique d'une époque où l'Europe s'est endormie, le temps de se refaire une santé. Cette somnolence de l'Europe au Moyen Âge était si évidente et suscitait un tel mépris de la part des musulmans que de grands intellectuels nés en Afrique du Nord comme Ibn Battuta ou Ibn Khaldoun ne se sont pas donné la peine de visiter l'Europe chrétienne qui était toute proche pour plutôt aller voyager dans le reste du monde. Au point de vue géopolitique, l'histoire de l'Europe peut être divisée en deux périodes distinctes. D'abord l'époque où elle était centrée sur la Méditerranée et ensuite l'époque où elle était centrée sur l'océan Atlantique. Le monde grec et l'Empire romain étaient clairement centrés sur la Méditerranée, vers laquelle convergeaient toutes les routes construites par les Romains. De la même façon, le Moyen Âge et l'époque des croisades étaient également centrés sur la Méditerranée, principalement parce que les Européens avaient alors besoin de se procurer les épices venues d'Asie pour pouvoir manger les viandes plus ou moins faisandées qu'ils consommaient, faute de savoir comment les conserver. À cette époque-là, les musulmans du Moyen-Orient taxaient lourdement les épices en question, tout comme d'ailleurs les Italiens de Venise et de Gênes qui les réexportaient dans le reste de l'Europe.
Notons que c'est essentiellement la richesse produite par le commerce des épices et des autres produits de luxe venus d'Asie qui a fécondé l'Europe et financé la Renaissance italienne. De nouveau créatifs, les Européens se sont alors mis à chercher des moyens de se débarrasser des taxes imposées par les musulmans et les Italiens en essayant de contourner l'Afrique en passant par l'océan Atlantique. Pour que de tels voyages d'exploration deviennent possibles, cependant, il fallait d'abord que les Européens remplacent les galères utilisées sur la Méditerranée par des bateaux de haute mer équipés de boussoles et de voiles triangulaires qui permettaient de naviguer contre le vent. Dès qu'ils sont parvenus à le faire, les Européens sont devenus capables non seulement de contourner l'Afrique, mais aussi de recentrer l'ensemble de leurs économies sur l'océan Atlantique. Du coup, l'Italie et le monde musulman se sont mis à décliner. Comme ils avaient désormais accès aux océans plats qui occupaient 71% de la surface de la Terre, les États européens de la côte atlantique sont alors devenus des puissances océaniques qui drainaient vers elles une grande partie de la richesse produite sur les 4 autres continents. Au cours des 5 siècles suivants, cela allait permettre le financement à peu de frais, aussi bien de l'impérialisme européen que d'une émigration de peuplement massive en direction des continents peu peuplés. L'Europe est alors redevenue tellement créatrice que le monde a assisté au cours de ces 4 ou 5 siècles à un feu roulant de puissances européennes qui ont dominé le monde les unes après les autres, soit intellectuellement, économiquement ou politiquement. Après l'Italie de la Renaissance, ce fut le Portugal, puis l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et, au XXe siècle, la Russie soviétique. Si l'Europe ne s'était pas bêtement autodétruite autour des 2 guerres mondiales, les Européens n'auraient pas cessé d'être dominants sur leur propre continent et il n'y aurait certainement pas eu de décolonisation massive en Afrique et en Asie. La décadence de l'Europe fut alors si complète qu'au cours de la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, ces peuples sont restés impuissants et ont peu à peu perdu leur leadership mondial, notamment dans le domaine intellectuel. Au début du 21e siècle, l'Europe est clairement entrée en dormance pour n'être plus que l'ombre de ce qu'elle était au 19e siècle. Où sont donc en effet ces grands penseurs modernes, ces Darwin, ces Einstein, ces Freud et ces Karl Marx? Cette régression, cette décadence a été si grave et rapide que de nos jours, beaucoup de peuples européens doutent ouvertement de pouvoir survivre à l'invasion anarchique de leurs territoires nationaux par des millions de migrants d'origine musulmane. Si l'Europe semble désarmée face à la présente crise migratoire, c'est d'abord parce que ses dirigeants sont paralysés par les valeurs humanistes qu'ont inventées les penseurs européens au cours des derniers siècles. L'Europe a en effet l'honneur d'avoir mis au monde la plus grande civilisation et la plus efficace qui ait jamais existé. L'Occident est une civilisation composite qui a su faire la synthèse des meilleures idées issues du monde grec, du monde romain, du christianisme et du monde germanique. À ce premier substrat, elle a ajouté les meilleures idées venant des autres civilisations vivantes et d'innombrables innovations et découvertes qui sont de son cru. L'Occident a amené au monde 2 choses inestimables, la science et le droit. Grâce aux techniques scientifiques mises au point essentiellement en Europe, l'humanité possède désormais une méthode efficace pour découvrir des vérités éternelles dans une foule de domaines en éliminant systématiquement le faux. Quant à la notion de droit, il s'agit de l'idée tout à fait révolutionnaire voulant que tout être humain possède des droits fondamentaux et inaliénables du seul fait qu'il soit vivant. Cette simple idée a été si féconde qu'elle a donné naissance aux notions d'égalité de tous devant la loi, de droits de l'homme, de démocratie, de constitution, de séparation des pouvoirs, etc. Ces idées ont donné une telle supériorité morale à l'Occident que de nos jours, les dictatures du monde entier se cachent toutes derrière des élections et des référendums plus ou moins truqués et se qualifient elles-mêmes de république islamique, de démocratie populaire, de dictature du prolétariat, etc. L'Occident de peuplement européen est aussi une réalité géopolitique incontournable puisque ces peuples contrôlent totalement de nos jours 3 continents, l'Europe,
les Amériques et l'Océanie, en plus d'être solidement implantés sur les deux autres, en Sibérie, en Afrique du Sud, en Israël, etc. À cela s'ajoutent la plupart des îles océaniques du monde et le contrôle, directement ou par alliés interposés, de tous les points d'étranglement maritime sur les 5 océans. Enfin, il faut compter avec l'auto-occidentalisation de l'ensemble des autres civilisations du monde qui, après les décolonisations, ont toutes fini par se lancer dans une occidentalisation forcenée. Pratiquement aucun peuple n'a alors fait marche arrière. Ce fait historique indéniable montre bien qu'en dépit des crimes et des destructions commis par les Européens au cours des derniers siècles, ces derniers ont fait faire d'immenses bonds en avant aux autres peuples du monde. Comme disait le général de Gaulle, le bilan de leurs actions a été largement positif. Autre chose, les langues européennes dominent désormais la planète entière, y compris dans d'immenses pays non occidentaux qui sont très peuplés, comme l'Inde, le Nigeria, le Congo ou l'Afrique du Sud. Dans chacun de ces pays, les langues européennes servent de langue commune de communication à la myriade de petites langues nationales et concurrentes qui y sont nées. À l'échelle du globe, on peut même affirmer que l'anglais en particulier n'a aucun concurrent sérieux. Dorénavant sur la planète, la quasi-totalité des discussions et des négociations internationales se traitent dans des langues européennes et dans une atmosphère intellectuelle purement occidentale. L'Europe devrait se souvenir de cet immense réservoir de puissance et de sympathie sur lequel elle pourra s'appuyer si jamais son existence est mise en danger. L'Europe n'est pas seule et ne le sera jamais plus. L'histoire des 2 guerres mondiales l'a bien montré. Comme disait le général de Gaulle en 1940, des forces immenses n'ont pas encore donné. Comment évoluera l'Europe décadente actuelle? Est-ce qu'elle évoluera vers l'unité commerciale, économique, culturelle et politique dont rêvent certaines de ces élites qui font tout en leur pouvoir pour faire disparaître ces nations en accélérant la présente invasion de millions de migrants d'origine non occidentale? Si on se fie à l'histoire et à la géographie européenne, il est peu probable que cela se produise pour plusieurs raisons. D'abord, l'Europe et l'Afrique du Nord ont connu dans le passé trop de va-et-vient de peuples entre les deux rives de la Méditerranée pour qu'on n'assiste pas à une nouvelle réaction allergique qui amènera une nouvelle séparation des deux cultures d'origine sédentaire et nomade. Or, une telle réaction allergique est déjà devenue évidente un peu partout en Europe. Ensuite, les peuples européens ont des intérêts trop divergents, des cultures et des langues trop différentes pour pouvoir être unis dans une structure étatique fédérale où les peuples n'ont rien à dire. Les cultures locales sont désormais trop riches pour que l'anglais puisse éventuellement se substituer aux différentes langues nationales du continent. Ce que font les élites mondialistes de l'Europe actuelle revient à vouloir stériliser le continent en le privant de la diversité culturelle qui en a fait la richesse et la puissance. Rappelons que c'est quand la Grèce antique, l'Italie renaissante et l'Allemagne d'avant Bismarck étaient des pays désunis que leurs peuples se sont montrés les plus prolifiques culturellement. L'unification de ces 3 pays, comme on peut le constater de nos jours, les a clairement stérilisés. D'autre part, il importe de souligner la fausseté de l'idée voulant que les peuples du monde actuel évoluent tout naturellement vers une fusion supranationale. Au cours du XXe siècle, l'Europe elle-même a en effet été le théâtre d'au moins 4 dissolutions d'empires multinationaux fortement centralisés, soit l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman et l'Empire soviétique. Comme quoi l'Europe n'est vraiment pas faite pour être unie. Pour que l'Europe puisse un jour sortir de sa torpeur actuelle, il vaudrait mieux que ses leaders réalisent une fédération de ces peuples tout en les désarmant. C'est ce que veulent vraiment ces peuples. Même à moyen terme, il est impossible de prévoir ce qui va arriver à l'Europe à une époque où des guerres nucléaires pourraient éclater à tout moment au Moyen-Orient ou ailleurs. Cependant,
Même si de tels cataclysmes devaient se produire et que l'Europe était obligée de retourner dans une sorte de Moyen-Âge, cela ne changera rien au fait qu'elle possède tous les avantages naturels que je décris dans cette vidéo et qui en a jadis fait une grande puissance. L'Europe pourrait très bien rebondir. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vais parler de la Russie, qui même si elle fait partie de l'Europe, mérite quand même d'être l'objet d'une vidéo particulière. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Je vous remercie de lui mettre un pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne, de me faire des commentaires auxquels je me ferai un plaisir de répondre et de lire mon livre si vous avez une chance. À la prochaine.